Winston Churchill, un nom qui évoque immédiatement la victoire, le fameux cigare, le signe du V. Mais derrière l'icône, il y a un personnage bien plus complexe, bien plus nuancé. Aujourd'hui, on se penche sur une des figures les plus importantes, mais aussi les plus controversées du XXe siècle. Alors voilà, c'est exactement ça le cœur du sujet. Comment une seule et même personne peut-elle être à la fois adulée comme un sauveur et critiquée parfois avec beaucoup de virulence? Eh bien, cette contradiction, c'est la clé pour comprendre Churchill. Et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour commencer, il faut bien voir les différentes casquettes qu'il a portées. Churchill, ce n'est pas un seul homme, c'est plusieurs personnages en un, qui vont souvent entrer en conflit les uns avec les autres tout au long de sa vie. Regardez-moi cette liste, c'est assez vertigineux. Député pendant plus de 60 ans, mais il change de parti 2 fois. Un chef de guerre impitoyable qui se retrouve aussi prix Nobel de littérature. C'est ça, la tension permanente chez lui. C'est un homme d'action, mais aussi un homme de lettres. Un réformateur social à ses débuts, mais en même temps, un défenseur acharné de l'Empire britannique. Et sa carrière politique, attention, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est plutôt des montagnes russes, avec des ascensions absolument fulgurantes et des chutes tout aussi brutales. Voyons un peu comment ces hauts et ces bas l'ont vraiment forgé. Cette chronologie, elle parle d'elle-même, non? Il démarre très jeune, il claque la porte de son parti, il grimpe jusqu'à des postes clés comme chancelier de l'Échiquier, puis il connaît des échecs terribles qui le mettent sur la touche pendant des années. C'est une carrière faite de ruptures. Et de tous ces échecs, Gallipoli, c'est vraiment le pire. En tant que patron de la marine, il est jugé responsable de ce fiasco monumental pendant la Première Guerre mondiale. L'humiliation est totale, il est viré, et honnêtement, à ce moment-là, beaucoup pensent que sa carrière politique est finie, terminée. C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle ces années de traversée du désert. Mis à l'écart du pouvoir, il se réfugie dans sa maison de Chartwell. Là-bas, il peint, il écrit énormément et surtout il observe ce qui se passe en Europe. Et ce qu'il voit l'inquiète de plus en plus. Et voilà où le paria devient une sorte de prophète. Pendant que tout le monde à Londres pense qu'on peut négocier avec Hitler, Churchill, lui, est l'une des seules voix à crier au danger. On ne l'écoute pas, on se moque de lui, mais il s'entête, parce qu'il est convaincu qu'une menace mortelle est en train de grandir. Et puis, l'histoire va lui donner raison, mais de la manière la plus brutale qui soit. C'est le grand tournant de sa vie, le moment qui va graver son nom dans l'histoire pour toujours. Le contexte est apocalyptique. La stratégie d'apaisement a complètement échoué. La France est en train de s'effondrer. L'Angleterre est au bord du gouffre. Et c'est dans ce chaos absolu qu'on va chercher l'homme qu'on avait mis au placard pour tenter de sauver la nation. Et dès son arrivée, il met les choses au clair. Pas de fausses promesses, pas de discours rassurants. Il dit la vérité, toute la vérité. Ça va être terrible. Et cette honnêteté brutale, c'est ce qui, paradoxalement, va redonner un peu de courage au pays. Après Dunkerque, quand la Grande-Bretagne se retrouve complètement seule, il prononce ces mots. Ce n'est plus un discours, c'est un véritable acte de défi. Il montre à Hitler et au monde entier que, quoi qu'il arrive, son pays ne pliera pas. C'est ça son génie, sa capacité à galvaniser tout un peuple avec des mots. Et avec cette phrase, il fait encore plus fort. Il ne fait pas que motiver les troupes, il donne un sens historique à ce qui est en train de se passer. Il transforme une lutte pour la survie en un moment de légende, leur heure de gloire. Allez, on avance. Et on arrive à un des retournements de situation les plus dingues de l'histoire politique. Churchill est au sommet de sa gloire, et pourtant, il va subir une défaite totalement inattendue. Essayons d'imaginer la scène, un instant. La guerre en Europe est finie. Churchill est le héros, le sauveur, acclamé par des millions de gens. On se dit que sa réélection, c'est une simple formalité, non? Eh bien non. Et c'est là tout le paradoxe. L'homme qui était parfait pour gagner la guerre n'est pas vu comme l'homme qu'il faut pour construire la paix. Le pays a changé. Les gens ne veulent plus d'un chef de guerre. Ils veulent des réformes sociales, un système de santé, un nouvel avenir. Le résultat des élections est un choc. C'est une victoire écrasante pour les travaillistes. L'homme qui a gagné la guerre vient de perdre les élections. C'est incroyable. Les Britanniques étaient reconnaissants envers leur sauveur, mais ils ont voté pour des bâtisseurs. Alors, au final, que reste-t-il de Churchill? Comment est-ce qu'on peut évaluer un héritage aussi immense, mais aussi critiqué? C'est le dernier point qu'on va aborder. En fait, la clé, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un seul Churchill. Il y en a plusieurs. Celui qui défend la liberté contre le nazisme est le même qui défend bec et ongle l'Empire et s'oppose à l'indépendance des colonies. Le jeune réformateur social tient des propos sur la race qui, aujourd'hui, à juste titre, nous choquent profondément. C'est toute cette complexité qui rend un jugement simple impossible. Le bombardement de Dresde, par exemple, c'est un cas d'école.
Une décision terrible, prise pour essayer d'accélérer la fin de la guerre, mais avec un coût humain effroyable. À tel point que Churchill lui-même finira par avoir des doutes sur cette stratégie. Ça montre bien qu'il y a des zones d'ombre, même dans son heure de gloire. Au bout du compte, la question reste entière. Faut-il choisir ? Peut-on admirer le leader de 1940 et en même temps condamner l'impérialiste ? Il n'y a pas de réponse facile. Et c'est peut-être ça, le véritable héritage de Churchill, nous forcer à nous interroger sur la nature même du pouvoir, de l'héroïsme et sur les contradictions de l'histoire.